Excuse-moi. Pourquoi tu es au téléphone? Tu voulais confirmer une information avant le début de l'émission? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Simon Jolin-Barrette? Oui, monsieur le ministre, effectivement, je voulais confirmer un chiffre. Oui, tout à fait. Oui, je vais bien. Merci de le demander. Oui, c'est moi, Julia, des stagiaires. Oui, vous m'aviez bien vu dans l'épisode 3 et 4. Julia? Quoi? Je pense que ça pourrait être là le moment. Où? Peux-tu me parler de ton expérience au stagiaire? Oh non. Mais je pense que ça pourrait être un bon moment. Tu sais, juste se livrer un peu. Ben, livre-toi, toi aussi, Créer un là-bas. rapport plus direct avec le public. Mais non, mais c'est super. Ce sera dans les prochains épisodes que je me livrerai. Ah oui? Ouais, je pourrais parler peut-être de... Oh, il y a des choses à dire. Il y a plein de choses qui te passent par la tête, hein? Ben non, mais... En tout cas. Non, je veux pas... Non. Mais il y a des choses à dire, quand même. Ouais. T'as plus d'un squelette dans ton placard. Il est plein, là, ton placard de squelettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a des choses Non, qu'on peut non, apprendre non. sur toi. Il y en a plein. Ben, T'as eu 12 vies, Olivier Bourmans. Vraiment. on verra ça. Ah oui, 12 vies, 12 Ah vies. oui, t'en as vu des affaires, là. Ben oui, c'est sûr. Mais oui. Quand le Canada a décidé de rejoindre De les Alliés dans ratifier. de rejoindre les Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr que T'étais là. je l'ai pris rough. C'était là. Pour vrai, moi, j'ai ce rapport-là, des fois, avec la vie. J'ai l'impression de rien connaître, d'avoir rien vu. Ah, pourtant, t'as une culture générale qui se défend quand même. Hein. Connaître des fables de La Fontaine, tu seras surpris de l'apprendre, c'est pas utile au quotidien. Ben, c'est encore drôle. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, trouva bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu un beau matin un mariage clandestin, car, outre qu'en toute matière, la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. C'est zoophile un peu cette fable. Le père donc, ouvertement n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Là, on est à la saison quoi de cette fable-là? Là? Le lion consent à cela, tant il était aveuglé. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Je sais pas ce que tu fais en journalisme. Amour quand tu nous tiens. On peut bien dire adieu, prudence. Moi, ça m'a achevé la première fois que j'ai lu cette femme. Et donc, on peut commencer l'épisode, Olivier, à présent. OK, Julia, on a reçu un nouveau jingle. Ça n'arrête plus. Est-ce que tu veux Oui, l'entendre? je veux l'entendre tout de suite. OK, en fait, mais je vais y aller. C'est un jingle! Le nom, c'est « Qu'est-ce qui se passe? » Alors, on remercie Isaac Lavoie, étudiant en composition musicale, qui a pris contact avec moi en mode OK, qu'est-ce que tu veux pour ton jingle? Fait que là, je savais pas que je voulais. Fait que. Puis on m'entend rire dedans, je ris tout le temps. Mais tu ris, hein? Trop. Mais c'est parce que toi, Je ris trop. la vie est un bonheur pour toi, Julia. Ah, la vie est un bonheur, mais bien sûr. Pourquoi ne le serait-elle pas? Bon, mais parfait. Avec quel sujet voudrais-tu inaugurer cette journée de fête? En fait, mon premier sujet, c'est pas une surprise pour toi, parce que d'habitude, nos sujets sont des surprises C'est vrai. l'un pour l'autre. Et là, en fait, j'ai eu l'idée du sujet au bureau quand Pascal Harrison-Julien, qui est assise entre nous deux, s'est exclamé « Ben là, vous devez absolument parler de ça. Mhm. Et ça, ce sont les tensions en ce moment sur les campus américains en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. Uh-huh. Depuis le début de la guerre, faut le dire, les campus américains sont quand même le théâtre de plusieurs tensions entre élèves pro-palestiniens et pro-israéliens, mais surtout... Ben, pas juste les campus américains. Hein? On en a eu ici aussi, à McGill, à Concordia. À McGill, à Concordia, partout au Canada. Il faut dire que ça a été quand même plus important sur les campus américains. Beaucoup de tensions entre certains groupes pro-palestiniens et l'administration. C'était assez constant jusqu'à la semaine dernière où il y a vraiment eu un point de bascule. Ça s'est passé à l'Université Columbia, à New York. Il y a des étudiants pro-palestiniens qui ont bâti un campement, donc plusieurs tentes. Il faudrait que je te montre les photos. Là. Regarde, oui, bien sûr. il y a du monde. Là. C'est pas rien, ils sont pas trois. Là. Non, effectivement, Donc, ils sont pas trois, ils sont plus que trois. Ils sont plus en que tout cas, trois. En termes de tentes, ils sont beaucoup plus que Ils trois. sont beaucoup plus que trois. L'idée, c'est de forcer l'administration à
couper ses liens avec Israël, que ce soit des liens académiques ou financiers. Une campagne de désinvestissement, dans le fond. Des investissements, Boycott et voilà. désinvestissement. Oui, ça peut être des compagnies, des manufacturiers d'armes, tout ça. Rapidement, l'université a dit on va envoyer la police si vous ne vous tassez pas de là. Chose dite, chose faite. Le lendemain, Columbia envoie le NYPD pour démanteler les campements. Il y a plus de 100 arrestations. OK. Il y a aussi des élèves qui ont été suspendus, des élèves qui ont été éjectés de leur résidence étudiante. Et là, si le but de Columbia était de calmer les tensions, c'est Ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, d'une part, à Columbia même, il y a eu un débrayage de centaines de professeurs, quand même en soutien aux étudiants, surtout pour contester les arrestations d'étudiants. Christopher Brown, professeur d'histoire à Columbia, a dit la décision de la présidente d'envoyer la police anti-émeute pour arrêter des manifestants pacifiques sur notre campus est sans précédent, non justifiée, disproportionnée, fractionnelle et dangereuse. Fractionnel. C'est ma propre traduction. Ça veut dire quoi? Divisive. Ah, Ça se dit pas. fractionnel. J'ai googlé. OK. J'étais comme, comment on dit divisive? Ça a l'air que... Polarisante. Oui, polarisante, Ouais. ça peut être le terme. Ouais. Donc, le campement qui a été démantelé a été reconstruit ailleurs par des étudiants. Donc, ça n'a pas arrêté les manifestations. Et, fait qui est sûrement le plus notable, c'est que le mouvement s'est étendu à travers les États-Unis, mais comme une traînée de poudre du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest. Bravo pour les 4 points cardinaux. Oui, je les ai eus cette fois-ci. Peux-tu peut-être me les faire? Non, je ne suis pas rendue là. D'accord. Donc, MIT, l'Université de Caroline du Nord, l'Université du New Mexico, à Yale, à NYU, et là, récemment, à Harvard. Regarde, il y a une vidéo, là, où... Parce que pour pas que les campements soient démantelés, il faut qu'ils les installent rapidement, hein, pour pas que l'administration ait le temps de réagir. Et C'est ça, ce qui s'est par passé. exemple, je sais pas, toi, es-tu bon de monter une tente? Parce que monter une tente rapidement, en plus, s'ils font ça le soir, pas de lumière... Dans les nouvelles, on Pas parle évident. très peu de la capacité de rapidité de montage de tentes des manifestants. Mais... Puis je pense que ça manque à la Et couverture. pourtant, visiblement, c'est une clé du Oui, succès. mais regarde, attends. Tu les veux tous dans ta gang de camping, là? C'est là que ce serait utile, peut-être, les pop-up tentes, là, tu sais, que tu lances puis qui se montent automatiquement. Je sais pas si on pensait ramener cette technologie-là. Oui, oui. Donc, ils bâtissent les tentes extrêmement rapidement. Ils se dépêchent. Bâtir une tente. Oui, comment on dit ça? Ben, Ils bâtissent leur campement. Ils là. montent. les Ils montent tentes. la tente. Oui. Ben, là, à un moment donné, là, Non, mais excuse-moi. fractionnel, monter... Ah non, Hein? ben, c'est vrai, peut-être. Ben, c'est peut-être ça le thème de l'émission aujourd'hui. Le vocabulaire. On va appeler Guy Bertrand. Donc, le mouvement s'est étendu à travers les États-Unis pour faire comme les étudiants de Columbia, demander que leur université coupe les liens avec Israël, mais aussi en solidarité aux arrestations jugées excessives par certains. La situation s'est quand même rendue jusqu'au Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui a parlé d'exercice d'équilibre difficile. Équilibre entre quoi? Si on reprend le cas de Columbia, d'un côté, l'administration qui a justifié son recours aux forces de l'ordre en évoquant des comportements hostiles, antisémites et perturbant l'ordre public. Il y a des étudiants juifs qui ont dit ne pas se sentir en sécurité dans les classes, sur les places publiques, sur le campus. Et de l'autre côté, des étudiants et plusieurs professeurs Tu évoques le droit de manifester. qui invoquent le droit de manifester et qui disent oui, on perturbe l'ordre public. C'est un peu ça le but C'est ça le d'une concept manifestation. souvent, ouais. Puis petite, ouais, c'est ça. Puis petite nuance concernant l'antisémitisme présumé de ces mouvements, il y a plusieurs étudiants juifs qui font partie des manifestants. Il y a au moins une douzaine d'étudiants juifs qui se sont fait arrêter pour avoir manifesté dans ces mouvements-là. Il n'y a pas des campus aussi qui ont fermé, des universités qui ont dit que les cours d'ici la fin de la session se tiendraient en ligne. C'est un vaste mouvement de perturbation quand même. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une mobilisation étudiante. Ils ne sont pas sortis dans la rue en 2012, eux autres. Non, les carrés c'est rouges pas la aux gang. États-Unis. C'est pas la gang de 2012. Oui, oui, les universités essayent de gérer ça comme ils peuvent, tout en ne concédant pas grand-chose pour l'instant à ces manifestants pro-palestiniens. Puis il y a quelques personnes à qui ça a rappelé mai 68, parce que c'est des mouvements qui partent des universités mai 68, qui critiquaient plusieurs choses, dont la guerre au Vietnam. Donc, c'est un peu un mouvement où tu te dis, mais quelques petits étudiants contre les États-Unis, Ouais. qu'est-ce que ça donne? Dans le cas de mai 68, ça a quand même donné quelque chose. Est-ce que ça va s'étendre à ce point-là? Reste à voir, mais pour l'instant, ça ne cesse de s'étendre. De prendre de l'ampleur. Oui, puis il y a même comment tu traduirais, toi qui es si bon en vocabulaire, le Speaker of the House of Representatives? Comment tu dis? Le porte-parole De la main.
Donne-moi 2 secondes. Mike Johnson, qui a visité le campus de Columbia, puis qui a dit que ça pourrait être une situation où le National Guard, donc la garde nationale, pourrait intervenir. Le porte-parole de la Chambre des représentants. Le Président porte-parole. de la Chambre des représentants. Donc, on sait que la Maison-Blanche est bien au courant et ça continue d'évoluer. Qui sait, là... Oui, la Maison-Blanche doit lire les journaux. Oui, mais des fois, il réagit pas. Ouais, non, Des fois, c'est ça. je veux dire, il y en a des manifestations sur les campus depuis le début de la guerre. Ouais, Puis là, ouais. c'est la première fois que là, vraiment c'est la parce que Maison-Blanche décide de s'en mêler. Donc, on surveille ça, Julia, c'est ce que tu Oui, nous oui. dis, là. Puis là, je me dis, ça évolue tellement rapidement que peut-être que quand l'épisode va être diffusé, il va déjà avoir eu plein de développements. Donc, On On reviendra tenait ça le en refaire ou on écrira en bas que c'est... il y a passé effectivement date. eu plein de développements. Oui, en bas de l'écran. Exact. Ma chère Julia... C'est à mon tour de me laisser parler d'amour. Oui. Non. Alors, la retraite, ta retraite, semblerait-il, y as-tu déjà pensé? Ah, souvent. Ah oui? Elle vient de Ah, comment... ces temps-ci, Elle vient... ces temps-ci, je pense souvent. Veux-tu nous parler de l'ambiance au bureau, peut-être? C'est quoi la C'est pression ça, de comme je réussite? dis. Non, oui, mais non, pas vraiment, en fait, je dois t'avouer. Semblerait-il, Julia, que ta retraite est dans ton driveway? Bon, t'as peut-être pas de driveway. J'ai tu pas me de diras. driveway, là. Voyons, de quoi tu parles? Tu me diras. J'ai l'air de quoi, moi? Ben oui. La semaine dernière, Valérie Plante, mairesse de Montréal, a dit Ouais. c'est parfaitement possible d'élever 2 enfants à Montréal sans avoir de voiture. Ah oui, OK. Ça a soulevé tout un débat dans lequel je n'entrerai pas, mais de ce débat a émergé une petite pépite d'analyse que j'ai trouvée fort intéressante et que je voudrais partager avec nos auditeurs. Ah ben partage. C'est Nicolas Bérubé, journaliste à la presse, qui est auteur d'une chronique qui s'intitule L'argent et le bonheur, une chronique sur l'épargne et l'investissement, qui a saisi l'occasion, saisi la poignée d'actualité pour analyser le fardeau économique sous-estimé que représente une voiture. Et sa chronique est intitulée « Ta retraite est dans ton driveway ». C'est formidable C'est comme titre. C'est très vraiment fort, bon. C'est hein. très fort. Ta retraite est dans ton driveway. OK. Et sa ligne, bon, on m'indique que mes cheveux, ça va pas. C'est pas Julia qui m'aura averti de ça, hein? Ben moi, j'ai rien remarqué, vois-tu? Ah, parce que toi, tu te concentres sur l'essentiel. Moi, je suis une fille de contenu. Exact. Je remarque rien d'autre que le contenu. C'est pour ça qu'on t'a choisi dans l'équipe. OK. Ta retraite est dans ton driveway. Voici comment il décrit une voiture, en fait. Il dit « C'est un suicide financier pour une minorité de gens, mais pour une majorité, c'est une machine à brûler de la richesse et à ajouter des années de travail. » Oh, tu l'amènes pas en road trip, celui-là? Oui, mais dans un char loué ou un char d'occasion. Parce que, bon, il dit, là, il est très conscient que c'est pas tout le monde qui peut se priver d'une voiture, c'est pas tout le monde qui habite une ville ou un quartier central avec des moyens de transport en commun. Bon, mais il dit, pourquoi prendre la voiture neuve? Pourquoi prendre la voiture la plus performante? Pourquoi pas prendre une voiture d'occasion ou une voiture bas de gamme? Parce que ça fait une différence significative. Et il se lance dans une démonstration avec des chiffres qui, moi, m'ont fait tomber de ma chaise, même si j'avais ma ceinture de sécurité bouclée, hein, parce que j'étais bien assis derrière mon volant. Bon, excuse. Il s'excuse de sa blague. m'excuse. C'est clairement scripté, en plus. Mais non, c'était absolument Tu pas sais que c'est scripté. écrit. Je te jure que c'était pas scripté. Elle aurait été meilleure si elle avait été scriptée. S'excuser après une blague, c'est toujours drôle. OK, les chiffres. Oui. La voiture, pour les ménages québécois, c'est le 2e poste de dépense après le logement, avant l'épicerie. C'est énorme. Wow. Le paiement moyen d'un véhicule neuf s'est estimé à 880 $ par mois. Et là, il fait le rapport entre le prix d'un véhicule neuf moyen. Donc, si tu regardes tous les concessionnaires, là, un véhicule moyen se chiffre ou se vend 64 000 $. Il fait le rapport entre ça et le salaire moyen après impôt au Québec, qui est 42 000 $. Et il dit donc, pour une personne moyenne qui achète un véhicule moyen, il va se lever à tous les matins pendant 1 an et demi pour aller travailler pour ne payer que son auto, pas les assurances sur l'auto, pas le gaz, pas ta maison. Quoi d'autre, vas-y. Bon, je sais pas, là, pas ton linge, juste la voiture. Fais-tu ça, toi, calculer ce que tu achètes en heures de travail? Oui, Tout je le fais temps. ça. Oui, Puis je des fais- fois, ça fonctionne pour que tu gardes ton portefeuille dans ta poche. C'est ça. Des fois, tu fais comme il était correct, ce petit souper-là au resto. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ce qui préoccupe Nicolas Bérubé, c'est le coût d'opportunité.
c'est qu'est-ce que tu ne fais pas avec cet argent-là. Hein? Tu sais, on parlait du temps d'écran là, il y a quelques épisodes. Allez voir ça. C'est pas les 5 à 9 heures par jour que passent les jeunes devant leurs écrans qui sont problématiques, tant que ça. C'est ce qu'ils ne font pas pendant qu'ils sont devant leurs écrans. De la même façon, c'est pas le 800 $ que tu mets sur ton nouveau char qui est tant que ça problématique, c'est ce que tu pourrais faire avec. Il dit, au lieu de payer 880 $ par mois, si tu as une option de transport qui te coûte moins cher puis que tu es capable de mettre, par exemple, 700 $ de côté par mois à 5 % d'intérêt pendant 30 ans, au bout de la ligne, c'est 600 000 $. 600 000 $. Ça fait une différence quand vient le temps de décider quand tu prends ta retraite. Une différence énorme. Mais toi, t'en as une voiture? Est-ce que je t'ai-tu déjà parlé de ma voiture? Non, ça m'étonnerait que tu m'aies parlé énormément de ta voiture tout le temps. Ah ben, si je non, t'en ai c'est pas ton parlé, genre. Ce serait pas ton genre de parler comme tous les jours de ta voiture. Non. Peut-être que je pourrais t'en parler de ma voiture. Parce que toi, à l'allure, puis je m'avance, mais bon, elle a pas dû, comment dire, ta retraite est correcte. Ben, tu vois, c'est ça. Comment je te... Mais pas... Mais est-ce que je t'ai dit que j'allais prendre ma retraite d'ici 10 ans, Julia? Et ça, c'est grâce à ma Toyota Corolla 2004 qui a 220 000 km au compteur à peine et que j'ai payé... Ils te payent hein, pour avoir cette voiture. Ça, c'est le genre de voiture pour laquelle on te paye. Non, mais tu sais, on a un autre balado à RAD, parce que là, on peut appeler ce balado-là un balado. Là. Moi, je suis tanné de. Ah, moi aussi, je suis tanné. Tu as bien raison. Ouais. C'est un balado. C'est un balado. On a reçu Carmen Kong. Elle investit. Oui, celle qui est derrière le compte, elle investit. Elle vulgarise des enjeux de finances personnelles et elle disait que les Toyota étaient la voiture de prédilection des millionnaires. Donc, voilà. Des millionnaires? Des millionnaires. Parce que de quoi tu parles? C'est une voiture extrêmement fiable, qui dure très longtemps et qui coûte pas cher d'entretien. Sauf que l'auto, pour certains, c'est carrément identitaire. Nicolas Bérubé, dans sa chronique, il fait intervenir Alexandre Leblond, qui est un planificateur financier, et qui dit « Dans mon bureau, j'ai des gens, je peux leur parler de sujets super sensibles. La mort, la succession, la séparation. Et pour certaines personnes, quand j'arrive au prêt automobile, ils ont une réaction épidermique, ils se braquent. Et là, il s'est dit, ben, la voiture, pour certains, ce n'est pas utilitaire, c'est identitaire. Sauf que, en se définissant comme ça, ces gens-là changent le cours de leur carrière et le cours de leur vie aussi, d'une certaine façon. C'est ça l'enjeu que soulève Nicolas Bérubé. Oui, mais Oli a un beau char, là. Ouais, tu sais, un beau char, là. C'est quoi, toi, ton char de rêve, Julia? Une petite Golf. Ah ouais, hein? J'aimerais savoir une petite Golf. Tu me permets que je te parle de mon prochain sujet? Il y a eu 2 grosses sorties dans les dernières semaines. Premièrement... Taylor Swift. Taylor Swift, évidemment. L'album de Taylor Swift que tu as sûrement écouté. J'imagine tu es le public cible précisément, là. D'un bout à l'autre. Ouais. Je veux dire, décris-moi une Swiftie, c'est Olivier Arbourmas. Ça, c'est la première grosse sortie. Deuxième grosse sortie d'un rapport de l'Office québécois à la langue française qui a fait parler presque autant, là, j'ai envie de dire. Top of the charts. Top of the charts, Talk of the Town, sortie donc de nouvelles données de l'Office québécois à la langue française qui a inspiré au devoir le titre suivant « Le français perd du terrain dans les commerces de Montréal ». Voici ce que les données nous disent. Tableau à l'appui. Ah, t'as des tableaux. Hey, ça devient interactif, hein? Et là, regarde, j'ai demandé à Rachel de m'imprimer. Regarde comment c'est mal coupé, là. Ben. On la pardonne. Elle a eu une genre de bronchite, là. Écrivez dans les commentaires vos bons mots pour Rachel qui a eu une bronchite, puis ça n'a pas été facile. Langue d'accueil dans les commerces de l'île de Montréal. Puis on compare des données, donc, de 2010 et de 2023. L'accueil uniquement en français est passé en 2010 de 84 à 71 en 2023. Baisse. Oui. L'accueil uniquement en anglais... Oui. Accueil uniquement en anglais est passé de 12 à 17 Augmentation. Merci. Et c'est ça qui a vraiment fait jaser. La progression du Bonjour Hi. L'accueil dans les 2 langues, le fameux Bonjour Hi, est passé de 4 à 12 Et ça a comme vraiment défrayé la manchette. Est-ce que c'est ça l'expression? Oui, 100 J'ai douté. Il faut que je doute moins de moi-même. Non. Et... Je dirais même qu'il faudrait des fois que tu doutes un petit peu plus. Donc, juste hier, le Journal de Montréal titrait « Bonjour Hi, il est temps d'arrêter la dangereuse tendance. Le Bonjour Hi gagne du terrain. » Et là, la question que l'analyste et chroniqueur se posent depuis le début de la semaine... Quelle est-elle? C'est, est-ce qu'une hausse du Bonjour Hi équivaut nécessairement
à un recul du français? Excellente question, non? Mais là, en tout cas, dans les formules d'accueil, visiblement, oui, parce que c'est chiffré, c'est passé de 84 à 71 pour l'accueil qui se fait uniquement en français dans les magasins de Montréal. Mais ça, c'est quand on parle de la langue d'accueil. Mais qu'en est-il de la langue de service? Excellente question. J'ai pour vous montrer la progression Ah. de la langue de service un autre petit graphique, tout aussi bien coupé. En 2010, le service en français, donc on parle bien du service, pas de l'accueil, là, était disponible dans 95,9 des commerces. Et en 2023, il était disponible dans 97,4 des commerces. Donc, une légère hausse progression. de 1,5 Mhm. Donc, c'est pas devenu plus difficile de se faire servir en français. C'est plus une progression du bilinguisme dans l'accueil. Toi, te fais-tu servir par Bonjour Hi souvent? Et ça m'arrive assez souvent, ouais. On s'entend que dans le Bonjour Hi, il y a quelque chose de hautement symbolique. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, parce que tu peux te faire servir en français dans la grande majorité du temps, ce qui devrait La presque réjouir. totalité, oui. La presque totalité, quand même. Mais ce qui devrait réjouir, mais ce qui est aussi... c'est normal, entre guillemets. Là, d'une certaine Oui, façon. puis c'est quand même intéressant de se poser la question des données qu'on utilise pour mesurer l'état du français à Montréal, au Québec. Il y avait une autre donnée, là, le pourcentage de commerces où le service en français n'est pas disponible. Ça aussi, ça a baissé. C'est passé de 4,1 à 2,6 Donc, ça, c'est plutôt réjouissant. Mais il y a quelque chose dans le Bonjour Hi qui vraiment fait que plusieurs s'enflamment, là. Oui, mais c'est devenu un... Il y avait eu tout un débat politique sur cette question-là il y a quelques années. Donc, c'est pour ça que c'est devenu quelque chose auquel se rattachent, en fait, les médias, puis sur lequel ils font des chroniques, puis ils font des articles. C'est parce que politiquement, ça avait été récupéré il y a quelques années, puis ça avait fait grand débat. Par contre, je me permets de dire, on parle beaucoup de la progression du Bonjour Hi, mais moi, j'ai pas entendu beaucoup de données sur la progression du Wesh qu'est-ce passe, du Yo Girly, du What's Up Bro, Ouais. qui sont quand même des Du tendances. What's Poppin'. Parce que moi, si on m'accueille dans les commerces en me disant Hey Queen, je suis pas contre Prochain sondage, ce sera dans une catégorie. la catégorie Yo What's Up. C'est quoi le dernier film québécois que tu as vu en ligne? En ligne? Pas en streaming illégal, je peux pas dire. Bon. Ben, Vampire Humaniste cherche. Tom, il va m'aider avec le titre. Vampire Humaniste cherche Suicidaire consentant. Ah oui, t'as vu De ça en Ariane ligne? Louis XVI. Ouais, sur Crave, genre. C'est sur Crave. OK, parfait, C'est-tu en d'accord. ligne? Ça compte-tu en ligne, Crave? C'est 100% en ligne, oui. Ah ouais, ok, c'est c'est ça. sur Internet. En C'est ligne, ça. c'est souvent un synonyme pour Internet. Très bien. D'accord. Moi, je voulais te parler de l'inaccessibilité de certains des plus grands films québécois Oh, en quel ligne. bon sujet, Oli. Mais oui. Parce que, bon, tu dis, toi, c'est Vampire Suicide... Non. Humaniste cherche Suicidaire consentant. Oui, que tu as vu le dernier. Moi, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, c'est lequel le dernier? Parce que toi, t'écoutes des Avengers, puis tout ça, ça te dérange pas, les films quécois. Non, T'as pas d'attachement vraiment, pour mais ça, c'est parce là. que j'y vais au cinéma souvent. Ouais, Batman Returns, Non, je vais James aussi- Bond, Oui, on peut dire Deadpool. ça. Vas-y. D'accord. Alors, non, puis je me suis rendu compte que c'était Jusqu'au déclin, parce qu'il était disponible sur Netflix. Sinon, je pense que c'est des documentaires sur l'ONF. Pierre Perrault. Ouais. Oh, ils se vantent. Mais non. Ils se vantent. Ouais, donc les documentaires sur l'ONF. Fallait bien que je réplique au fait que tu as fait du Molière au dernier épisode. Donc, et pourquoi je parle de ça, c'est que Myriam Véro est un peu à l'origine de cette prise de conscience-là, là, que les films québécois, certains des plus grands films québécois ne sont pas accessibles en ligne. Elle est réalisatrice. Elle a co-réalisé le film À l'ouest de Pluton, qui est paru en 2009, qui est un film à petit budget, mais qui a obtenu un gros succès d'estime. Bref, À l'ouest de Pluton est au cinéma, parce que Qu'est-ce qui se passe est à l'information. elle a avoué... Celle-là était écrite. Oui, celle-là était écrite parce qu'elle a rentré pas mal vite l'autre d'avant. OK. OK. Donc, elle a fait un peu une genre de montée de lait sur Facebook la semaine dernière, puis elle a avoué qu'elle fournissait une dizaine de fois par année un lien illégal de visionnement à des gens qui lui écrivent, des professeurs qui veulent diffuser son film, des cinéphiles ou encore même des organisateurs de projections en plein air. Elle leur fournit un lien illégal parce que son film n'est pas disponible nulle part en ligne. Alors que ce sont des films pour lesquels on paye. Oui, ça, c'est un film à petit budget. peut-être C'est pas pas. certain à quel point Parce que la il y a- production a été financée, mais dans l'ensemble, effectivement, ce sont des films
pour lesquels on paye collectivement via la SODEC et C'est ça. Téléfilm Canada. Mais son film n'est pas disponible sur les plateformes, n'est pas disponible en location sur Apple TV ni sur YouTube, nulle part, sauf si tu vas à la bibliothèque. Et c'est le cas de plein de films importants du cinéma québécois pour lesquels on a payé et qui ont reçu des distinctions très importantes. Le Violon rouge de François Girard, Un crabe dans la tête d'André Turpin, Mémoire affective de Francis Leclerc. On peut trouver ça nulle part. On trouve ça nulle part et ils ont tous en commun d'avoir gagné le Jutra. À l'époque, ça s'appelait le Jutra. Aujourd'hui, c'est le prix Québec Cinéma. Du meilleur film. C'est la plus haute distinction du cinéma québécois. Ça, c'est Le Devoir qui a fait un article sur cette question-là après la sortie de Myriam Véro. Donc, c'est de l'article du Devoir dont je prends la majorité de ces informations-là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de les voir en ligne? Bon. Par exemple, le film Le Ring d'Anaïs Barbeau-Lavalette, il est dispo nulle part depuis la fermeture de son distributeur Crystal Film. Donc, dans son cas, elle a dit le film est tombé dans une craque. Pour Myriam Véro, pour À l'Ouest de Pluton, les films Séville a été acheté par une entreprise torontoise. L'entreprise torontoise a été achetée par une entreprise hollywoodienne. Puis selon Myriam Véro, elle dit les Américains, ils s'en foutent de notre film. Il n'y a pas assez de profit à faire là. Fait qu'ils s'en occupent pas. Ils n'essaient pas de négocier des contrats avec les plateformes pour le rendre disponible en ligne. Des fois, le film n'est pas disponible parce qu'il doit être restauré. Il traîne sur des bobines dans un entrepôt et le distributeur se dit que ça ne vaut pas la peine, ça ne sera pas profitable. Patrick Roy, pas l'entraîneur de hockey, pas l'ancienne gloire du Canadien de Montréal et de l'Avalanche. Patrick Roy, qui est un des principaux acteurs du monde de la distribution là, dans l'industrie du cinéma québécois, lui, il dit que c'est surtout des raisons économiques qui font que les films ne sont pas disponibles. Il dit, par exemple, pour À l'Ouest de Pluton, c'est un film qui avait fait 22 000 $ au box-office lors de sa sortie. À l'époque, ça coûtait 2 000 $ le rendre disponible en location sur Apple. Il dit, le distributeur était comme, ça ne sera pas rentable. Il dit que les gens louent très peu de films. C'est vraiment sur les plateformes plus que ça se passe. Et sur les plateformes, c'est pas tous les films qui ont des ententes avec les plateformes. Puis des fois, un film a une entente avec une plateforme, mais c'est juste pour une certaine durée, après retiré. Donc, mais je sais pas si c'était la même impression, mais moi, j'en vois de plus en plus des films québécois sur Crave, sur Prime. Avant, il y en avait pas, mais alors là, pas du tout. Puis moi, sur mon Crave, je vois une section films québécois, ce qui n'était pas là avant. C'est ça. Et ça commence. Là. Mais je veux dire, il y en a 10 là, après. C'est pas comme... Ben c'est ça. Il y en a 10. Pas tout le répertoire. Là. On est loin d'avoir tout le répertoire. Ouais. Et puis, c'est ça la question qui se pose. C'est celle de la préservation de l'héritage culturel. Puis c'est une question d'autant plus aiguë que souvent, c'est des films qu'on paye collectivement. Oui. Puis on est là à se demander qu'est-ce qui nous tient ensemble. Il y a des statistiques selon lesquelles les Québécois en général, les jeunes en particulier, consomment de moins en moins de culture québécoise, d'émissions québécoises, de films québécois. Et nous, on investit collectivement dans des produits culturels qui pourraient constituer un peu le socle de cette culture-là, une forme de tissu social. Mais ils ne sont pas disponibles nulle part une fois qu'ils sont sortis des salles de cinéma. Donc, il y a cette réflexion-là qui doit être menée. Et c'est tombé sur le bureau du ministre de la Culture et des Communications à Québec, j'allais poser la question, Mathieu Lacombe, qui a reconnu que c'était un problème et qui a dit que ça allait faire l'objet de discussions, là, parce que prochainement, il va y avoir un chantier de révision de la distribution des fonds publics dans l'industrie culturelle au Québec. Et il dit, on va discuter de ça. La distribution en ligne des films, parce que selon lui, ils devraient pouvoir circuler gratuitement, ou il a dit librement, pardon, en ligne. Donc, est-ce que c'est... une plateforme avec des films? Après ça, je dis ça. Mais après, c'est une plateforme, c'est plus compliqué que ça, là? Puis après, c'est dans les contrats de distribution. Est-ce que c'est après 2 ou 5 ans, tout à coup, le film devient libre, entre guillemets, et peut être déposé sur une plateforme commune qu'on a? Ou est-ce qu'on s'arnache aux plateformes qui existent déjà, puis on les force, entre guillemets, à diffuser une certaine quantité de films québécois? À voir, sauf que, bon, semblerait-il que c'est un problème qui n'est pas que québécois. La question de la distribution des films avec le changement du marché, avec le fait que les clubs vidéo n'existent plus. Parce que moi... Ah, quel dommage! Dans mon temps, Julia... Non, mais moi, je suis allée dans les clubs vidéo, là. Quoi? Bien sûr. Es-tu certaine? Bien sûr. J'ai vécu leur fermeture alors que j'étais jeune, puis que j'allais, puis que tu les loues, puis tu les réécoutes le lendemain. Ben oui. Ça, c'est formidable. C'était splendide. Moi, j'y allais, je passais dans les ruelles. J'y allais avec mon cerceau puis mon bâton.
Puis, tu sais, c'était à l'époque où les couleurs étaient un petit peu Oui, délavées. oui, tout était en noir et blanc. Non, c'est juste après le Juste noir et blanc. après. Ah oui, qui était de cette époque-là. On vivait dans des couleurs un ouais. peu... tu sais, c'était tout le temps l'été, un peu. Puis il y en avait des films dans ton Et là, temps? je me promenais comme ça dans les champs de Montréal-Nord, parce qu'il y a eu des champs à Montréal-Nord jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et là, j'allais au club vidéo pour louer Qu'est-ce que tu te louais? des C'était quoi les films? Ninja Turtle. Ouais. Ben, Toi, t'as fait du chemin jusqu'à l'ONF, là. oui. Non, mais là, quand t'avais 5 ans, tu louais quoi? Truffaut, j'étais beaucoup dans la nouvelle vague. C'était ma période nouvelle vague, là, ouais, dans la petite enfance. OK. Peut-être qu'on se laisse... On n'a pas eu de vadrouille aujourd'hui, mais moi, j'aime trop le jingle pour qu'on finit là-dessus, pour puis ça qu'on va puisse te ne closer. pas écouter le Vas-y. jingle de vadrouille. Et qui voilà, c'est la vadrouille. Puis pour de l'information bien de chez nous, ben vous êtes à la bonne place. C'est toujours qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ça la conclusion? Ah, ben, je oui, sais pas. on Qu'est-ce que tombe en tu- mode qu'est-ce que tu- supra-formel? Oui. C'était un Pourquoi plaisir pas? d'être parmi vous. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Radio-Canada Info. Oui, on a une application également. On a une application. Info, @Radio-Canada. Non, ça, Tiret- c'est... Non, ça... Pénélope, arrobas, je sais pas. Si vous avez des questions, Écrivez à Pénélope. Ça faisait très les intrépides. Il y a quelqu'un dans les commentaires la dernière fois qui a dit « Je vais dire à mes enfants que ça, c'était les intrépides. » Et j'étais comme... Et j'ai pas compris. Bonne soirée. Notre intro était vraiment pas bonne. Hey yo, notre intro est